Le Tchad est désormais membre de la MISMA, une structure qui sera très prochainement transformée en mission des Nations Unies. Les chefs d'état-major de la CEDEAO souhaitent augmenter les effectifs des bataillons de 600 à 800 hommes. Ce sont là les principales conclusions issues de leurs travaux qui sont tenus aujourd'hui à Bamako. Importer ou exporter des marchandises sans payer au préalable de droits et taxes, cela est-il possible? En tout cas, une rencontre de haut niveau se tient depuis ce matin sur la question. Élection présidentielle au Kenya, la commission électorale a déclaré Uhuru Kenyatta officiellement élu président avec 50,07% des voix au premier tour, loin devant son grand rival, le chef de gouvernement Raila Odinga. Mais cette victoire soulève déjà un dilemme diplomatique. Mesdames, Messieurs, voici pour les titres et bienvenue dans cette session d'information. Nous ouvrons ce journal par ce communiqué à l'occasion du déplacement pour Nouakchott en République islamique de Mauritanie et Dakar en République du Sénégal de son Excellence le professeur John Kounda Traoré, président de la République par intérim dans le cadre d'une visite d'amitié de travail. Le protocole de la République invite à l'aéroport international de Bamako-Sénou le dimanche 10 mars 2013 les membres de la délégation présidentielle à 10h, les membres des corps constitués désignés à 10h30. Le décollage de l'avion présidentiel est prévu pour 11h. Le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience cet après-midi une délégation de parlementaires tchadiens. Les députés tchadiens étaient venus échanger avec leurs homologues du Mali sur la crise que traverse notre pays. La délégation a réitéré sa disponibilité à soutenir notre pays dans la lutte contre les terroristes et les narcotrafiquants. Écoutons Salah Kezabo, chef de la délégation des parlements tchadiens, à sa sortie d'audience au micro de Moussa Fani. Nous sommes une délégation de chefs de partis politiques de l'opposition qui, à notre initiative, a décidé de venir au Mali pour rencontrer les frères maliens de tous bords, pour leur exprimer une fois encore notre très grande solidarité et leur dire que dans l'épreuve, nous sommes toujours ensemble et que nous le resterons parce que c'est pour être géré et terminé dans des délais rapides. C'est une guerre, il faut l'appeler ainsi, qui va durer et elle nous concerne, elle concerne tous les peuples du Sahel. C'est pour cela que cette solidarité, il faut qu'elle s'exprime de cette façon, comme les Tchadiens l'ont exprimé. Et quelles que soient les conséquences, nous sommes toujours là. Et nous pensons qu'au-delà de cette simple solidarité entre deux pays, c'est une solidarité régionale et africaine. Et au-delà de tout cela, il faut donc voir que c'est au détour des règlements des problèmes de ce genre que naissent les grandes idées, qu'elles vont être concrétisées pour ce qui nous concerne, à savoir qu'avec l'unité africaine dont on parle depuis longtemps, il y a peut-être une opportunité qu'il faut savoir saisir dans cet événement qui a été créé et imposé au Mali. Nous n'oublions pas que le Mali est l'un des pays africains, sinon le seul, qui, dans sa constitution, prône l'unité africaine. Je vous le disais tout à l'heure dans les titres, les chefs d'état-major de la CEDEAO saluent l'initiative de la transformation de la MISMA en mission des Nations Unies et souhaitent augmenter les effectifs des bataillons de 600 à 800 hommes. Quant au déploiement de la force de la MISMA au Mali, il est estimé à 6 000 sur 7 000 attendus. Aussi, le Tchad est désormais membre de la MISMA. Ce sont là les principales conclusions de la réunion extraordinaire des chefs d'état-major de la CEDEAO qui s'est achevée en début d'après-midi ici même à Bamako. Objectif stratégique aux orientations des chefs d'État de la CEDEAO relatives à la du déploiement de la force de la MISMA au nord du Mali, c'est à cette double équation que les chefs d'état-major de la CEDEAO se devraient de trouver une solution. Et à l'arrivée, les responsables militaires de l'organisation sous-régionale ont dégagé leurs recettes. En ce qui concerne la génération des forces, nous nous sommes réjouis de constater que l'essentiel de nos forces sont actuellement déployés au Mali. En effet, sur un effectif d'un peu plus de 7 000 hommes, nous nous retrouvons avec un peu plus de 6 000 qui sont sur le territoire malien. Concernant la transformation de la MISMA en une mission des Nations Unies,
Nous avons tous salué cette initiative, tant entendu que nous savons que cela donnera une plus grande capacité opérationnelle à nos unités pour exécuter la mission. En même temps, nous savons qu'il y a des contraintes. Il s'agira pour nous de faire passer les effectifs de nos bataillons de 650 à 850. L'élément nouveau de la réunion de Bamako, c'est l'intégration du Tchad à la force internationale de soutien au Mali. Le pays s'agira également au comité des chefs d'état-major de la CEDEAO. Nous avons salué la présence parmi nous du général chef d'état-major général des armées du Tchad qui prenait pour la première fois part à nos travaux. Naturellement, cela répond de la décision d'intégration totale du Tchad à la MISMA. Le Tchad est donc membre de la MISMA et surtout du comité des chefs d'état-major dans lequel il occupera les postes de deuxième vice-présidence, tout un mérite pour ce pays non membre de la CEDEAO. Les impressions sont des impressions de satisfaction dans la mesure où les conclusions de cette réunion ont pris en compte d'abord le Tchad est entièrement membre de la MISMA et du comité restreint des chefs d'état-major. Ensuite, on est représenté au niveau du commandement de la force. Je crois que c'est une bonne chose pour la coordination. Après les autorités politiques de la CEDEAO, les responsables militaires viennent ainsi d'approuver les changements souhaités dans la conduite de la mission au Mali. Les chemins donc plus que jamais balisés pour sa mise en œuvre. Toujours dans le même registre, fin hier de la visite de 48 heures du ministre français de la Défense avant de quitter Bamako pour Ouagadougou au Burkina Faso, Jean-Yves Le Drian a rencontré les responsables de la MISMA, les formateurs de l'Union européenne en charge de la reconstruction de l'armée malienne. Au quartier général des formateurs, le ministre français a eu droit à un exposé sur l'état actuel de l'armée. Yves Le Drian s'est ensuite rendu au poste de commandement de l'opération Serval où il a apporté le message du peuple français aux troupes françaises. Mohamed Diarra. À l'école de maintien de la paix, le ministre français de la Défense a eu un long entretien avec les responsables de la MISMA. La force africaine se dit prête à assumer cette lourde responsabilité qui est de prendre le relais après le retrait progressif des forces françaises annoncé pour le début du mois d'avril. Oui, la MISMA est prête, tant entendu que ce retrait se fait en coordination avec l'ensemble des forces qui sont sur le théâtre des opérations. Les premiers formateurs de l'Union européenne chargés de la reconstruction de l'armée malienne sont à Bamako. Ils ont élu domicile dans un hôtel de la place à l'AC 2000. Le ministre leur a rendu visite. Jean-Yves Le Drian a assisté à une projection sur l'état des lieux de l'armée malienne. Le constat est triste. Les problèmes de l'armée malienne ont pour nom, selon les formateurs, déficit de planification des activités, pas d'école d'application, la malformation et l'insuffisance d'encadrement. Et l'élément décisif pour que le Mali retrouve sa souveraineté politique et le respect de ses voisins. Maintenant que le Mali a failli disparaître, il faut le reconstituer et avoir une armée malienne robuste, disciplinée et républicaine. Pour parvenir à cela, 3500 nouveaux soldats seront recrutés et formés. 196 formateurs provenant de 13 pays ont la responsabilité de restructurer et former l'armée malienne. Le détachement français représentera 25% de l'effectif des formateurs. La dernière étape de la visite du ministre français a été le poste de commandement de l'opération Serval basé à Sénou. Sur place, Jean-Yves Le Drian a visité le centre de la base logistique. Ici, ils sont au nombre de 1200 hommes. Le ministre s'est rendu aussi à l'antenne chirurgicale où sont admis les blessés français. À la fin de la visite, un message d'encouragement aux troupes françaises. Aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. C'est toute la nation qui est derrière vous. Votre action au Mali, c'est à la fois de sécuriser le Mali, mais de sécuriser la France. À la fin de la visite, le ministre dit avoir reçu le soutien total des autorités maliennes. Autre visite, c'est celle du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Manga Dambélé a visité l'Agence globale de communication et des FA et communication. Ensuite, le ministre Dambélé a rencontré les patrons des agences de presse. Au cours de cette rencontre, le ministre a rassuré l'ensemble des agences de son soutien. Compte rendu, Mahamadou Doumbia.
Cette visite du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a débuté par l'Agence globale de communication, Siza Badlabou Sema. Elle s'occupe entre autres de la publicité, du marketing, de l'audiovisuel, de la création et de la communication. Et ensuite, ce fut le tour de DFA Communication de recevoir le ministre qui a animé en même temps une conférence avec les directeurs des agences de communication, dont 2 ont été présentés à travers des projections Diapo. Il s'agit de AG Partner et de Créacom. L'ensemble de ces agences, au nombre de 48, sont regroupées au sein d'un groupement professionnel des agences de communication présidé par Amadou Moustapha Diop, qui s'est félicité de cette visite du ministre, qui est une première. À hauteur de plusieurs milliards de francs CFA, nous participons largement à la vie et à l'activité commerciale des médias, chaînes de télévision, radio, journaux, régie d'affichage, Internet, journaux et magazines. Le GEPAC a travaillé sur un projet de loi visant à régir notre secteur. Grâce à votre concours et à celui de vos prédécesseurs, le texte est en passe d'être adopté par l'Assemblée nationale. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, en rencontrant les patrons de ces agences de communication, a rappelé tout le soutien qu'il tient à leur apporter afin qu'elles soient plus visibles, plus compétitives. Vous êtes en mesure de construire la paix, vous pouvez le faire. Vous êtes en mesure de relancer l'économie. Et ma présence n'est autre chose que la réaffirmation de notre soutien au secteur. Ce n'est pas à vous, mais c'est à nous. Je suis du secteur. Véritable secteur clé de l'économie et de l'entrepreneuriat, les agences de communication peuvent en ces temps difficiles faciliter le dialogue et contribuer aussi à la création d'emplois. Sur un tout autre plan, le marché à poissons de Bamako est désormais opérationnel. En commune 6 du district de Bamako, 60 femmes grossistes vendeuses de poissons y ont été installées hier par le ministre de l'Élevage et de la Pêche. Elles étaient accompagnées par le ministre de l'Élevage et de l'Eau et celui de l'Assainissement et de l'Environnement. Reportage Mamourou Sidibé. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche a mis la journée du 8 mars à profit pour installer sur le marché central à poissons 60 femmes grossistes. Ces vendeuses occupaient les marchés de Dibida et de Médine. Fruit de la coopération entre le Mali et le Japon, ces marchés rentrent en droite ligne dans la politique nationale de développement de la pêche et de l'aquaculture du Mali. J'exprime ma profonde gratitude aux autorités du Japon pour l'exemplarité de nos relations dans le sous-secteur de la pêche à travers la construction de ce marché par un don non remboursable d'une valeur de 5 milliards. Mon Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, veuillez transmettre aux autorités du Japon nos remerciements les plus chaleureux et la reconnaissance du gouvernement du Mali pour ce don. Le marché à poissons est un complexe comprenant une aire de vente de 60 stands, une aire de déchargement, une aire de traitement des poissons frais, une unité de fabrication de glace d'une capacité de 15 tonnes, une chambre froide d'une capacité de 45 tonnes. En guise de trousseau d'installation, les vendeuses ont reçu des caisses isothermes, des brises-glaces, des chariots, des bacs en plastique et des bascules. Informer et sensibiliser les fidèles musulmans sur l'ambition satanique des terroristes et de leurs alliés qui ont attaqué notre pays, c'est le but de la campagne qui vient d'être lancée par le Haut Conseil islamique du Mali en collaboration avec la Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique, Adama Kodjo. L'identité et l'ambition satanique des terroristes et de leurs alliés qui ont attaqué notre pays doivent être dévoilées. C'est le sens du lancement de cette campagne. Ainsi, il est recommandé aux imams et prêcheurs de donner des explications aux fidèles musulmans sur le prône ou Koutouba. Le prône est la synthèse du document dénommé l'application de la charia et le djihad, cas du Mali, élaboré en octobre dernier lors de la conférence des oulémas. Nous avons examiné les comportements de ces gens, de ces groupes armés. Nous avons examiné leurs discours et à contrario, nous avons examiné le discours religieux, le discours de l'islam sur les deux questions principales de la charia et du djihad. Nous avons trouvé que ni le discours ni le comportement de ces groupes armés ne correspondaient au compartiment de la charia
ou du djihad. Le prône appelle les fidèles musulmans à l'union et à la cohésion. Selon les leaders religieux, ceux qui veulent nous diviser sont des ennemis de la confession. Les gens là sont pas les musulmans. Ils ont détruit des mausolées. Ça c'est interdit à l'islam. Ils ont violé les femmes. Ça c'est interdit aussi à l'islam. Beaucoup d'actes que c'est interdit en l'islam, que l'islam n'accorde pas. Vous avez tout le mérite du gouvernement en condamnant cette guerre que les terroristes et leurs alliés ont injustement imposée au Mali. C'est donc avec un réel plaisir que je procède ce matin à la cérémonie de lancement. Les leaders religieux ont invité les hommes de presse à ne pas utiliser les appellations islamistes et djihadistes pour désigner les terroristes qui font le contraire de ce qui est recommandé par la religion, à savoir le respect des autres et de leurs biens. Inauguration ce matin à l'ex-base aérienne d'un laboratoire biomédical et d'un centre d'imagerie des armées. Ces infrastructures doivent contribuer à la prise en charge sanitaire de nos militaires. Reportage Tiemogo Konate. Deux nouvelles infrastructures sanitaires à l'ex-base aérienne au service des forces de défense et de sécurité. Entièrement financées par le gouvernement du Mali, le laboratoire biomédical et le centre d'imagerie médicale des armées sont dotés d'appareils d'analyse de dernière génération. Pour la hiérarchie militaire, ces infrastructures sont construites à un moment crucial quand on sait que nos forces de défense mènent un combat sans merci contre les groupes armés dans le nord du Mali. Il n'y a d'armée que de personnel bien portant. Il n'y a de bonne santé que lorsque l'état réel des hommes est suffisamment maîtrisé. Ces infrastructures, justement, aident à pouvoir détecter à temps opportun l'état physique de l'ensemble du personnel des forces armées et donc à prendre des dispositions afin de pouvoir, si vous voulez, prévenir les maladies. Le laboratoire biomédical est baptisé Caporal Amadou Touré, un de nos anciens soldats tombés dans la guerre en 1985. Le choix de cet homme n'est pas fortuit. C'est la même année que le caporal se porta volontaire pour aller au front défendre la patrie en remplacement d'un de ses camarades qui était resté hésitant. Puisse son exemple inspirer le personnel du laboratoire qui portera désormais son nom. Ce que j'ai vu comme appareillage, c'est vraiment tout ce qu'il faut pour faire des analyses biomédicales. L'état de notre outil de défense n'est plus caché du peuple malien. Nos carences, nos lacunes en matière d'infrastructure sont visibles. Et ça, c'est la moindre des choses que de mettre à la disposition du peuple malien et particulièrement de ses militaires, de telles infrastructures qui sont vitales pour nous, surtout en ces temps d'opération militaire. La réalisation de ces infrastructures s'inscrit dans la logique des actions engagées par le gouvernement en faveur de l'armée. Direction le nord, après la sécurisation de la ville de Tombouctou, le colonel Keba Sangaré, commandant des opérations militaires de Tombouctou, et ses hommes ont pour ambition d'en faire autant à l'intérieur de la région. Une manœuvre militaire a été entreprise dans ce sens. Objectif à ratisser les lieux et sécuriser davantage les populations civiles. Nos envoyés spéciaux, Adama Djimde et Chérif Moulay. Repos, comprenez encore une fois que la mission elle est délicate mais pas impossible pour nous. Pas du tout impossible. Ces vaillants soldats sont conscients de l'importance de la consigne donnée. Ces militaires sont rompus à la tâche, les instructions semblent bien comprises et la troupe est prête. Même mission, direction les camps de Gounam. La section d'éclairage en tête, donc Alpha 1 en tête, suivi d'Alpha 2, Alpha ferme la marche. En avant. La mission n'est pas du tout au-dessus de la capacité de ces hommes. Intègres et combatifs, ils ont le sens de l'honneur et celui du devoir bien accompli. Véhicules, armes et hommes en position. La troupe est déterminée à traquer l'ennemi où il se trouve. La manœuvre est destinée à ratisser les lieux tenus suspects. Toute la chaîne du commandement est engagée au même degré. Le moral de la troupe est au beau fixe. Le moral est très bon. Parce que nous avons déjà un foyer qui est ouvert au niveau du camp, qui fait plaisir à la troupe. Nous avons reçu vraiment nos primes à temps. 2 mois de primes, je pense que ça c'est très bon pour le moral de la troupe. On est prêt à donner notre vie pour traquer l'ennemi. Lundi, c'est la foire de Goundam. Le colonel Keba et ses hommes ont procédé à une fouille au marché à la recherche d'éventuels terroristes. Les notables ont tenu à faire des bénédictions pour nos forces armées et de sécurité.
Cette manœuvre militaire vise à sécuriser d'abord les citoyens et leurs biens et à renforcer la confiance entre l'armée et sa population. Toujours dans le nord, après de récents combats qui ont occasionné l'incendie du marché de Gao, les activités commerciales reprennent au niveau de la cité des Askia. Le marché s'anime, les commerçants s'organisent comme ils peuvent, mais ils dénoncent des pillages des islamistes. Envoyés spéciaux, Daouda Sidiki Diarra et Massa Doumbia. Les récents combats qui ont opposé les terroristes aux forces présentes à Gao ont provoqué un incendie au marché. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais l'incendie a causé d'énormes dégâts aux commerçants. Sur le marché là, toute la population de Gao vit au niveau du marché. C'est ici dans le marché que les gens se rencontrent pour se faire des échanges et nourrir les familles. Tout dépend de notre marché. Donc les pertes qu'on a subies aujourd'hui, personne ne peut pas nous récompenser, sauf les bons dieux. On a perdu beaucoup de choses au marché. Tout ce qu'on a de bien se trouve dans le marché. On a des magasins brûlés dans les marchés qui contenaient des riz concernant les vivres, quoi. Voilà. Bon, les condiments aussi, il y a tout. On a tout perdu dans le marché ici, surtout nous, principalement nous les femmes. Le maire a demandé aux victimes de se faire recenser. Ici, des impacts de roquettes du Moujao ont endommagé les circuits électriques de la station Sonef. Ces impacts sont encore visibles sur les murs. On a réparé de l'électricité et du courant pour les moteurs qui donnent du courant. Et il y a des pompes qui ont trouvé des balles. Et il y a des portes qui ont cassé pour les bureaux aussi. Et Dieu merci parce que ça n'est pas prendre des faits. Donc vraiment on remercie à Dieu. Vraiment c'est une chance pour les populations de Gao. Aujourd'hui, les activités commerciales ont repris avec l'animation du marché. Des boutiques sont ouvertes, certaines d'entre elles qui étaient proches de l'incendie n'ont pas été touchées. Moi je ne comprends pas bien, mais vraiment chez moi ici là il n'y a rien. Si ce n'est pas quelque chose qui est volé sur moi, comme moi je ne connais pas vraiment, il n'y a rien. Mentir là, ce n'est pas bon vraiment. Dans 2 jours là, tout le monde est en sécurité bien. Bon, vraiment, ça va un peu. La cellule action civilo-militaire de l'opération Serval se propose de réhabiliter le bâtiment du marché dans un bref délai. Dès la semaine prochaine, les expertises vont commencer. Voilà, Gao bien debout. La journée internationale des droits de la femme a été célébrée hier dans le monde entier. Une occasion saisie par le directeur exécutif de l'ONU-SIDA de rendre hommage aux femmes. Pour notre compatriote Michel Sidibé, il est essentiel de mettre fin à la violence à l'égard des femmes si l'on veut mettre un terme au sida. Il a également invité les hommes à être des promoteurs d'une dignité partagée, d'un respect mutuel et d'un engagement renouvelé pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles. Le ministère de la Santé a procédé au lancement du site de la campagne Tous et Chacun. C'était ce matin dans les locaux du dit ministère. Ce site permet de donner plus de visibilité aux actions de la campagne Tous et Chacun. C'est une initiative de l'Agence nationale de la télésanté et d'informatique médicale, Fatoumata Koni. www.campagnetouschacun.ml. C'est le tout nouveau site lancé par le ministère de la Santé en partenariat avec l'Agence nationale de la télésanté et d'informatique médicale. Le site donne toutes les informations sur la campagne Tous Chacun. Cet outil va permettre de mieux communiquer là-dessus en utilisant les outils modernes comme le site web et des vidéos et aussi un espace dédié aux réseaux sociaux, qui ont l'objectif de faire en sorte que nous nous sentons tous concernés par la question de la santé de la mère et de l'enfant. Sur la page d'accueil, notre site vous invite à vous inspirer du présent slogan. Je cite, « Ensemble, nous pouvons sauver la vie des mamans et des enfants ». La campagne Tous Chacun vise un seul objectif. La campagne Tous et Chacun fut lancée avec pour objectif d'accroître l'utilisation des services et des pratiques efficaces pouvant sauver la vie des mères, des nouveau-nés et des enfants. L'assistance a pu visiter le site sur lequel figurent toutes les activités réalisées dans le cadre de la campagne Tous Chacun. L'on peut voir également les photos des ambassadeurs de cette campagne.
Je vous l'annonçais dans les titres, une rencontre de haut niveau se tient sur le régime économique suspensif douanier. Par ce régime, entendez tout simplement l'importation ou l'exportation des marchandises sans payer au préalable des droits et des taxes. À l'initiative de la Direction nationale et de ses partenaires, la rencontre vise à permettre aux industriels de mieux s'approprier les régimes économiques suspensifs. Les travaux se déroulent au Conseil national du patronat du Mali. Reportage Bourama Travail. Les industriels maliens à l'école des régimes économiques suspensifs douaniers. Une rencontre de haut niveau qui vise à permettre aux participants de se familiariser avec les tests relatifs à ces régimes. Il s'agit d'un ensemble d'outils qui permettent l'importation ou l'exportation des marchandises sans payer au préalable les droits et taxes. Donc ce sont des régimes qui permettent la facilitation de la production, qui permettent la facilitation de la commercialisation. Si on prend par exemple l'entrepôt est le régime suspensif qui permet d'entreposer des marchandises quelque part avant de payer les droits et taxes. C'est dire que les régimes suspensifs économiques douaniers présentent plusieurs avantages, dont l'amélioration de la balance commerciale du pays. Parmi les différents types de ces régimes, on note l'exportation temporaire. Celle-ci permet à un industriel d'exporter un matériel défectueux à l'étranger pour le réparer et le ramener. L'exportation est faite sans payer de droits et taxes. C'est au retour que la réparation qui a été faite à l'extérieur, les droits ne sont payés que sur cette valeur-là. Il y a également l'admission temporaire pour perfectionnement actif. Ça permet que quelqu'un qui est à l'étranger vienne travailler sur une matière ici et puis les réexporter. L'exercice consiste donc à expliquer aux industriels ces différentes catégories de régimes économiques suspensifs, une démarche dont la finalité est de contribuer à la compétitivité des entreprises industrielles. Ces régimes suspensifs figurent dans notre dispositif législatif et réglementaire et constituent des outils pouvant contribuer à améliorer la compétitivité des entreprises en les plaçant dans les meilleures conditions vis-à-vis de leurs concurrents. Et du coup relancer l'économie nationale, une économie en berne suite à la crise institutionnelle et sécuritaire qui secoue le pays. Hors de nos frontières, au Kenya, la commission électorale a déclaré Uhuru Kenyatta officiellement élu président avec 50,07% des voix au premier tour, loin devant son grand rival, le chef du gouvernement Raila Odinga. Le scrutin a largement mobilisé l'électorat, 86% de participation, un véritable record. Les partisans d'Uhuru Kenyatta avaient commencé à fêter la victoire dès l'annonce des résultats provisoires. Du côté de Raila Odinga, qui annonce qu'il contestera en justice sa défaite, on appelle au calme, mais la victoire de Uhuru Kenyatta soulève déjà un dilemme diplomatique. Après des jours d'attente, la nouvelle est enfin tombée samedi midi. Uhuru Kenyatta, 51 ans, est le nouveau président du Kenya. Uhuru Kenyatta a recueilli 6 133 433 voix. Il a donc gagné l'élection avec 50,07% des voix. Une victoire au premier tour qui arrache de peu tout espoir à son principal rival, Raila Odinga. Le candidat malheureux à la présidentielle pour la 3e fois a annoncé qu'il respectait les résultats de l'IEBC, la commission électorale, mais qu'il allait les contester. Nous allons contester devant la Cour les résultats que l'IEBC a annoncés il y a quelques heures. Nous sommes sûrs que la Cour va tout faire pour restaurer la confiance en la loi des Kenyans. Toute manifestation de violence aujourd'hui causerait la défaite de tout le Kenya. Avec cette victoire, Uhuru Kenyatta gagne un pari. Devenir président 50 ans après son père, Jomo Kenyatta, premier président du Kenya indépendant en 1964. Et pourtant, celui dont le nom signifie liberté en swahili partait avec un handicap de taille, son inculpation par la Cour pénale internationale pour les violences post-électorales de 2007. De cet handicap, il fera une force pendant la campagne, promettant de ne pas s'opposer à la justice. Nous avons un procès en Europe, c'est vrai. Mais Dieu nous a ouvert le chemin et finalement, ce sont les Kenyans qui choisiront leur leader. À partir de juillet, le leader devra jongler entre son procès à la haie et son mandat de président. Ce pari n'était pas le sien, mais Uhuru Kenyatta l'a gagné. Il est le premier homme politique vainqueur d'une élection présidentielle, alors qu'il est inculpé pour crimes contre l'humanité.
Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP célèbre ce samedi 9 mars 2013 son 10e anniversaire. Créé le 9 mars 2003 par les États membres de l'Union africaine, le MAEP est un instrument d'évaluation qui examine la gouvernance sur le continent africain. À l'occasion de cette journée, nous vous proposons un extrait du message du ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Il s'agit du ministre Demba Traoré, des propos recueillis par Fademba Keïta. Chers compatriotes, il y a de cela 10 ans, le 9 mars 2003, les États membres de l'Union africaine ont convenu, d'accord partis, de la création du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, communément appelé le MAEP. Aujourd'hui, 9 mars 2013, baptisé Journée du MAEP, nous commémorons ainsi le 10e anniversaire du mécanisme. Cette commémoration est placée sous le thème « Le MAEP au service des populations d'Afrique ». Chers compatriotes, il convient de vous rappeler que le mécanisme africain d'évaluation par les pairs est un instrument d'évaluation qui examine la gouvernance sur le continent africain afin d'identifier les forces et les défis dans les 4 domaines thématiques que sont la gouvernance démocratique et politique, la gouvernance et la gestion économique, la gouvernance des entreprises et le développement socio-économique. À ce jour, 33 pays sur les 54 membres de l'Union africaine ont volontairement adhéré au MAEP. 17, dont le Mali, ont achevé avec succès leur auto-évaluation et font l'objet d'examens par les pairs. En 4e région, le ministre du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme a procédé hier à la remise à Ségou des clés des logements sociaux. Au total, 100 personnes bénéficient de cet appui du gouvernement. Les bénéficiaires sont engagés à respecter le processus de remboursement qui s'étend sur une période de 25 ans. Compte rendu, Brahima Kone. 4 des 100 bénéficiaires ont reçu les clés de leur logement des mains du ministre du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme. Ces habitations construites sur une superficie de 5 hectares sur le site de Ségou-Barada du Sud sont de type F3 dalle et F3 tôle. Aux bénéficiaires, je voudrais les exhorter à tenir leur engagement en payant la dette et permettre aussi la réalisation facile d'autres programmes. Je prends l'engagement au nom de tous les bénéficiaires de nous acquitter de ce que nous devons payer. En un mot, respecter nos engagements. Cette cérémonie met en exergue le soutien d'une politique gouvernementale qui consiste à améliorer le cadre de vie des populations à travers des habitations de bonne qualité à un prix supportable à payer pendant 25 ans. Les mensualités déterminées sont 2. 36 500 francs CFA pour les maisons de type F3A avec dalle, de 34 500 francs CFA pour les maisons de type F3. Le coût total de l'opération s'élève à 1 532 490 122 francs CFA. La découverte de la stèle et la visite de certains logements ont été des temps forts de cette cérémonie. Le moins qu'on puisse retenir, c'est que de 2005 à 2013, le maire de Ségou a vu sa commune agrandir avec 282 logements sociaux. Reste à consolider cet acquis en veillant à la salubrité et à l'hygiène des lieux. Quel bonheur de se loger. Le Sénégal, le Bénin et le Mali sont 3 pays francophones retenus par l'Union africaine et la coopération suisse au développement pour faire des études de base sur l'agriculture écologique biologique. Les acteurs ont procédé jeudi dernier à Bougouni à la présentation du nouveau programme aux différentes structures nationales en charge de l'agriculture. Commentaire Moussa Fani. Écologique, organique, agricultural. C'est désormais l'appellation du nouveau programme de la Commission de l'agriculture et de la sécurité alimentaire de l'Union africaine. Financé à plus de 3 milliards de francs CFA par la coopération suisse au développement, ce programme vise à faire ressortir une situation de référence pour le renforcement des stratégies et interventions en matière d'initiatives d'agriculture écologique, biologique en Afrique. Le développement de ce système a pour but
d'améliorer l'autosuffisance alimentaire en Afrique en général et au Mali en particulier. Ce mode de production aujourd'hui est très peu pris en compte à travers nos différentes politiques agricoles étatiques et même sous-régionales. Nous allons beaucoup plus contribuer à la compréhension du mode de production, à sa maîtrise, mais aussi surtout à amener les leaders, les décideurs à pouvoir initier des lois ou à initier des règlements allant dans le sens de la promotion du mode de production agriculture écologique et biologique. Tout ce qui est produit bio, c'est pour les former à la production, à la transformation et à la commercialisation. Donc pour nous, ça c'est très important parce que tous les problèmes, il faut que chaque acteur soit formé et former les transformatrices et la commercialisation soit... La finalité recherchée, c'est d'inciter les autorités à prendre en compte l'agriculture écologique, biologique dans les politiques agricoles du Bénin, du Sénégal, du Mali, de la Tanzanie, du Nigeria et de l'Ouganda. Les populations de Tondjila, commune rurale de Niena, cercle de Sikasso, viennent de recevoir un important lot de produits divers estimé à environ 50 tonnes. La cérémonie de remise a réuni, outre le personnel de la radio Niata, les autorités municipales et administratives de la 3e région. Envoyés spéciaux à Tondjila, Fademba Keita, Dramandjara. C'est à la fois dans la joie et l'émotion qu'a lieu à Tondjila, commune rurale de Niena, la remise d'environ 50 tonnes de produits divers. Produits constitués entre autres d'habits, d'ustensiles de cuisine, de vivres, de matériaux de construction. Ces dons sont une contribution du personnel de la radio Nieta de Bamako, de concert avec les auditeurs et les frères musulmans. L'initiative doit aider Tondjila à se remettre du sinistre dont il a été victime le 2 janvier dernier. Il n'y avait même pas d'ustensiles de cuisine chez ces bonnes dames-là pour faire la cuisine. Il n'y a plus de céréales. Tous les greniers ont été brûlés. Alors, ce n'est qu'un petit geste. Au cours de la cérémonie, les autorités ont demandé aux populations d'enterrer la hache de guerre. J'en appelle à la tolérance. Parce qu'il n'y a pas une famille Diallo où il n'y a pas une femme Sangaré. Il n'y a pas une femme Sangaré où il n'y a pas une femme Diallo. Donc c'est un incident de parcours. Le représentant de l'exécutif régional rassure que des dispositions sont en cours pour ramener l'entente entre les Diallo et les Sangaré. Quand le gouverneur était venu ici, il les a conseillé de ne pas faire de l'amalgame et qu'on laisse la justice faire son travail. On est là-dessus et tous les résultats seront communiqués à la population. Les populations bénéficiaires ont sollicité le concours des autorités du pays afin de faciliter la reconstruction et leur survie. Nous sommes satisfaits de ces différents dons. Nous avons tout perdu. Au nom des Sangaré de Tondjila, nous demandons le pardon et la paix entre les deux parties. Donnons-nous la main pour de bon. Rappelons que plus de 80 maisons sont parties en fumée suite aux affrontements qui ont opposé les Sangaré de Tondjila et les Diallo de Zangorobougou, de Nougoumé et de Sirakorni Souba. Toujours à l'intérieur du pays, en 5e région, Handicap International vient de remettre des équipements d'aide à la mobilité aux personnes handicapées de Mopti et des régions nord du Mali, ainsi qu'aux blessés de guerre en traitement à Mopti. Cette donation s'inscrit dans le cadre du projet d'inclusion de Handicap International. Jules Sambou Sissoko. Ces équipements d'aide à la mobilité sont destinés aux personnes handicapées de Mopti, aux déplacés des régions du Nord et aux blessés du conflit dans le septentrion malien, sous traitement à l'hôpital Somino-Dolo de Mopti. Le geste est de Handicap International. Cette action marque encore une fois la volonté de Handicap International d'accompagner les personnes handicapées dans toutes les circonstances. En effet, l'accessibilité physique est un droit pour tous et un vecteur de développement humain. C'est dans le cadre de son projet d'inclusion que Handicap International a prévu de doter les personnes handicapées déplacées du Nord et celles de la région de Mopti en aide technique à la mobilité. Cette cérémonie donc qui nous réunit aujourd'hui est la concrétisation de cet engagement. Cet appui direct va contribuer à améliorer la mobilité, donc les conditions de vie des heureux bénéficiaires et promouvoir le respect de leur dignité ainsi que leurs droits fondamentaux. C'est pourquoi cette donation humanitaire a été saluée par tous les intervenants à sa juste valeur.
Autre geste de cœur, c'est celui du comité syndical de l'ORTM qui a remis mardi dernier une tonne de riz à l'association des ressortissants et sympathisants des régions du Nord à Caille. La cérémonie de remise a eu lieu dans les locaux de l'ORTM Caille. Ce don est donc destiné aux déplacés du Nord dans la Cité des Rails et aux 3 agents de l'ORTM redéployés à la station FM de la région. Ces produits ont été achetés avec les fonds collectés par le comité syndical de l'ORTM à la faveur de la Nuit de la Solidarité organisée en décembre dernier. Le représentant du président de l'association des ressortissants du Nord, Ibrahim Maïga, et la présidente des femmes du Nord à Caille, Mme Djombana Oumoussissé, ont remercié le comité syndical et tous les travailleurs de l'ORTM pour ce geste modeste mais symbolique. Voilà. 7 mars 2006, 7 mars 2013, il y a 7 ans, disparaissait le célèbre musicien Ali Farka Touré. Compte tenu du contexte actuel du pays, la Fondation a décidé cette année de surseoir aux différentes manifestations organisées habituellement pour commémorer l'illustre disparu, notamment le Festival international Ali Farka Touré. Pour commémorer donc ce 7e anniversaire de sa disparition, la Fondation qui lui est dédiée a organisé un point de presse en son siège à l'ACI 2000 en hommage au triple Grammy Award américain. Notre reporter culturel, Modibo Soiré, était à ce point de presse. Voici son compte rendu. Ce point de presse en hommage à Ali Farka Touré, cette figure emblématique de la world music, se veut une journée commémorative, un devoir de mémoire pour sa famille, ses amis, ses sympathisants et bien évidemment la fondation qui porte son nom. Et c'est en souvenir justement à ce grand Manitou que la fondation Ali Farka Touré a invité la presse pour parler de l'homme et ses œuvres, en somme perpétuer sa mémoire. Avec l'état d'urgence, ils ont déconseillé aux gens de se regrouper. Donc, compte tenu de cela, donc, il faut respecter ce que la loi dit. Donc, comme le gouvernement a demandé de ne pas se regrouper, de ne pas faire des concerts et autres, donc on a sursis à cela jusqu'à ce que l'état d'urgence soit levé. 2 points essentiels ont marqué cette conférence de presse. La présentation des actes posés par l'artiste et une série de témoignages. Aussi le parcours de l'ancien maire de Niafunké, du paysan, du détenteur de 3 Grammy Awards des États-Unis d'Amérique. De son enfance à sa mort a été évoqué. Ce que j'ai surtout retenu de la carrière de Farka, c'est que c'était un monsieur, un jeune homme, une personne qui est parti d'un milieu très bas, qui n'était pas incitatif au grand succès. Mais justement à cause de ça, il a su rebondir et il s'est fait cette carrière en mettant en valeur toutes les ressources possibles. Ali a dû travailler très dur pour arriver au sommet auquel il a atteint et auquel il a porté notre pays, parce qu'il a donné à notre pays par son travail, par sa virtuosité, une image avant lui qui n'était pas connue. À l'issue de ce point de presse, l'assistance a eu droit à la présentation de la maquette du futur monument Ali Farka Touré d'une valeur de 6 millions de francs CFA qui sera érigé au rond-point Djembé à Lafiabougou en commune 4 du district de Bamako, la commune du défunt. Aussi cette voie pavée qui sera réalisée tout juste à côté de 18 millions de francs CFA pour Musique de Ali Farka Touré, toujours vivace. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à tous ceux qui ont aidé à sa réalisation. Demain 13h à Maramale Diallo, quand il sera 20h demain à Konna, je serai là pour la grande édition du soir. Retrouvez cette édition sur notre site www.. Tous les amis de sécurité et leurs alliés pour la victoire finale. Au revoir et qu'Allah bénisse le Madi.